manifestations sont partout organisées, des colloques, des conférences, concernant la Première Guerre mondiale, surtout la présence de la Roumanie à côté de l'Entente et puis ensuite des puissances alliées dans la Première Guerre mondiale. Il y a un an, j'ai été participant pour la Roumanie à un colloque à l'Accademia di Romania de Rome. Et on a aussi organisé à Cluj déjà 2 colloques sur l'histoire de la Roumanie dans la Première Guerre mondiale. Voilà donc l'atmosphère historiographique dans laquelle se place cette modeste conférence que je ferai ici, et en essayant de ne pas vous parler de choses ponctuelles ni événementielles. Je ne vais pas vous raconter comment la Grande Guerre a éclaté, ni comment la Roumanie est entrée en guerre après le 17 mai 1916, quand elle a signé le traité d'alliance avec les puissances alliées, c'est-à-dire avec l'Entente encore, parce qu'elle deviendra avec les autres alliés, les puissances alliées et associées, à partir de l'entrée en guerre en 1917, au mois d'avril 1914. Et ni de la désastreuse campagne militaire de l'armée roumaine de l'année 1916. On peut parler longuement des causes qui ont mené à cette désastreuse défaite des armées roumaines, et on peut approcher de cette manière le besoin d'avoir en Roumanie le conseil de militaires français expérimentés qui savaient ce que c'était que la guerre moderne. C'est pourquoi, au mois d'octobre 1916, une mission militaire française a été envoyée en Roumanie avec l'agrément du gouvernement roumain, commandé par le général en Roumanie de toute manière, Henri Mathias Berthelot. Ceux-ci sont arrivés dans le pays. Berthelot avait la position de conseiller spécial du roi Ferdinand, qui lui avait proposé le commandement général de l'armée roumaine et l'a refusé très intelligemment pour ne pas irriter les généraux roumains, mais il a accepté d'être le conseiller personnel du roi Ferdinand. Et dans les conseils militaires et dans les conseils de la couronne, il était toujours présent. Il ne faisait que des propositions qui étaient par hasard toujours acceptées et qui étaient transformées en ordre et en disposition militaire pour le déplacement de troupes, etc. À cette occasion, un groupe d'officiers français sont arrivés en Roumanie avec lui, je disais tout à l'heure. C'était une mission militaire française qui était formée d'environ 700 officiers et soldats français, officiers de toutes les spécialités, aviateurs, mitrailleurs, artilleurs, des officiers du génie, qui devaient, sous les ordres de Mathias Berthelot, entre petites parenthèses, lui qui est devenu, après la guerre, membre de l'Académie roumaine et citoyen d'honneur de la Roumanie, a reçu en Roumanie, en Transylvanie, un domaine de la part du roi, du Parlement et du gouvernement roumain, un domaine et une villa. Et le village s'appelle à présent Berthelot, en souvenir de ce qui a été fait par ce grand ami de la Roumanie pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il devait faire avec la mission? Tout d'abord, il devait réorganiser l'armée roumaine qui était
absolument désorganisé après les défaites de 1916, selon le système militaire français. Il devait présider à la distribution des matériaux de guerre qui venaient à travers la Russie depuis Mourmansk et Arkhangelsk, à faire en sorte que l'image de la France redonne du courage aux soldats et aux officiers roumains par l'exemple personnel des officiers français qui ont été répartis à tous les régiments et à toutes les unités, à toutes les divisions. Évidemment, il devait représenter la France et le système militaire français dans un pays où les Russes étaient jaloux de la présence des Français, surtout d'un général très fameux comme Mathias Berthelot, qui s'était illustré à Verdun et non seulement. Donc, je ne vais pas entrer en détail, je procède à une analyse d'un autre système qui est employé par certains historiens, qu'on appelle l'image de l'autre. C'est une technique de recherche qui, des fois, donne des résultats contradictoires et pourtant important parce qu'il nous donne la possibilité de pénétrer dans les subtilités des relations internationales où, en travaillant autrement, il est très difficile d'arriver et de constater les choses, comment elles se sont passées. Voilà, évidemment, le caractère contradictoire de cette méthode de travail ne nous empêche pas de ne pas essayer de l'employer, et je ferai en sorte que ça soit appliqué aux relations romano-françaises dans cette atmosphère de tristesse et de découragement après les défaites de 1916 jusqu'au mois de novembre. C'est que c'était difficile à accepter par la France, que l'armée roumaine avait été abîmée par les Austro-Allemands et les Bulgares, après que la France avait insisté pour que la Roumanie entre en guerre. Et les Russes critiquaient les Français et disaient « ce n'est qu'à cause de vous, voilà, c'est vous qui vouliez que la Roumanie entre en guerre, et maintenant, elle est abîmée, son armée n'existe plus, et nous, on nous a donné du travail à faire ici, du fil à retordre, avec la défense des positions contre les Allemands. » Dans cette atmosphère, évidemment, ceux qui sont venus en Roumanie analyser la situation militaire, politique, sociale, ont été influencés. Et pour analyser ces relations, moi, j'ai procédé à la recherche dans les archives de Vincennes, où j'ai trouvé des documents dont j'ai employé 3. D'abord, c'est le rapport du capitaine de Malaisie, qui était émissaire en Russie et Roumanie, fin mars 1917. Il appartenait au 2e bureau de l'armée française, c'était donc les contre-informations militaires. Le rapport du général Maurice Jeannin, chef de la mission militaire française en Russie, les notes du général Henri Mathias Berthelot, chef de la mission militaire française en Roumanie, et le rapport du commandant Charles Vesperini, chef d'état-major adjoint à la 3e division roumaine d'infanterie. Un rapport signé le 4 août 1917, après les grandes batailles de juillet, août et encore septembre, mais ici c'était le 4 août de l'année 1917.
les deux premiers, Malessi et Jeannin, dressent un tableau sombre de la Roumanie et de son armée. Les deux autres sources en présentent une image tout à fait différente, ce qui suggère que pour bien utiliser la méthode de l'image de l'autre, que j'avais annoncée au début de ma conférence, on doit bien savoir comment cette image se forme et quels sont les ressorts psychologiques qui jouent un rôle dans le fonctionnement de ces mécanismes mentaux. Alors, qu'est-ce qu'il dit de Malessi? Il traverse la Russie et la Roumanie, se mit en contact avec des gens, avec les institutions, avec les milieux sociaux, avec les fonctionnaires de l'État, avec des militaires, des politiciens, russes et roumains, et sans doute avec les Français de Russie et de Roumanie, où il avait la mission. Il dresse après un long rapport en essayant de présenter les opinions des Russes et des Roumains séparément, avec, dit-il, détachement, tandis que Jeannin exprime de façon plus synthétique, mais il parle surtout de l'effort commun de guerre, ses convictions, sans avoir une connaissance directe des choses roumaines sur le terrain. Il était à Saint-Pétersbourg, à Petrograd, comme on disait depuis le début de la guerre, pour que cela ne sonne pas trop à la longue. La source la plus autorisée était évidemment le général Berthelot. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois, en fait, quatre observateurs? D'abord, tous les trois parlent en allié et en ami. Leur bonne foi n'est pas à mettre en doute. Leur désir ardent de voir la victoire s'approcher a laissé son empreinte sur les résultats de leur contact avec les réalités roumaines, qui n'inspiraient pas toujours de l'optimisme après les défaites subies, surtout en ce qui concernait le déroulement des opérations du front oriental. En même temps, ces trois observateurs s'intéressent en égale mesure à la coopération militaire romano-russe, de laquelle dépendait la victoire sur ce front oriental. Ils sont tous des officiers, et par conséquent, ils accordent plus d'attention aux questions militaires, et on était en guerre, ce qui s'explique aussi par l'état de guerre, évidemment, où se trouvait l'Europe. Il est donc à s'attendre que leurs observations d'ordre militaire soient plus pertinentes que ce qu'ils disent sur la société roumaine. Ils sont français, et donc sensibles à l'influence française en Roumanie et à l'importance de l'activité de la mission militaire française en Roumanie. Entre eux, il y a des différences aussi, surtout entre, d'un côté, Jeannin et Malessi, de l'autre, Berthelot et Vesperini, les premiers parlant en se trouvant un peu à distance, surtout Jeannin. Malessi a traversé la Roumanie en quelques semaines, et puis il est rentré en France, mais Berthelot et Vesperini sont là avec les soldats roumains, avec les généraux, en affrontant les Allemands, en combattant ensemble, parce que après la réfection de l'armée roumaine, réorganisation,
réarmement. Il y a eu les batailles de l'été 1917 où les Français étaient avec les régiments roumains et les officiers se battaient à côté des soldats roumains. Il y a les tombeaux des officiers français en Roumanie. Ils sont morts à côté des soldats roumains. Et c'est là qu'a été forgée la très solide et puissante relation d'amitié entre Français et Roumains, entre la Roumanie et la France. De façon que, après la Première Guerre mondiale, un diplomate roumain avait l'habitude de dire « Le Roumain a deux patries, le sien et la France ». Maintenant, il est en même temps à supposer que Jeannin n'était pas au courant de ce que Malessi avait écrit dans son rapport à lui, et que ce dernier ne savait pas non plus ce que le chef de la mission militaire française en Russie disait à son tour. Donc il n'y a pas d'influence entre les deux. À son tour, Berthelot ignorait l'existence même des deux rapports de Jeannin et de Malessi. Surtout que Jeannin médisait dans ses rapports de Berthelot, qui formellement était le subordonné de Jeannin, mais que Berthelot détestait cordialement. Jeannin était un peu hautain, un peu influencé par les Russes, et il ne voyait qu'à travers les yeux des Russes ce qui se passait en Roumanie. Le capitaine de Malessi, on entre maintenant dans ce qu'il a dit. Pour sa part, déclare avoir évité de formuler des opinions personnelles. On va voir s'il tient parole ou non. Voilà ses paroles. Je me garderai bien d'émettre une opinion personnelle ayant séjourné trop peu de temps à Iași, mais les personnages que j'ai voulu ayant librement causé, d'autres de moindre importance rencontrés au hasard de ces visites et des dîners ayant parlé, je crois pouvoir quand même établir une impression qui, si elle a été rapide, n'en est pas pour cela moins sincère et véridique. D'après ces constatations, les relations romano-russes étaient très mauvaises. Il régnait en Moldavie, où l'armée roumaine s'était retirée, fin 1916, début 1917. Il régnait en Moldavie un antagonisme absolu, depuis le soldat jusqu'aux officiers, entre Russes et Roumains, ce qui dérangeait les Français. Ils voulaient qu'il y ait unité d'opinion et d'attitude pour que la guerre fonctionne, la position de l'armée alliée. Les Russes, dit Malessi, se comportaient comme s'ils étaient dans un pays conquis, ce qui explique la position des Roumains. La Russie ne voulait pas de l'entrée de la Roumanie dans la guerre, et maintenant on voulait aux Français, qui l'y auraient déterminé pour que le gouvernement impérial russe accepte l'entrée de la Roumanie dans la guerre. Les Russes auraient voulu, ça c'est très intéressant, dit Malessi, après la guerre, après la défaite de 1816-1817, faire transférer en Russie toute la population civile roumaine et l'armée, qui aurait été ensuite sur le territoire russe. L'armée russe serait restée seule en Moldavie pour avoir la liberté de ses mouvements, mais le plan s'était heurté à la résistance du général Henri Mathias Berthelot, qui l'a fait chavirer par déférence pour le peuple roumain. N'allez pas en Russie, majesté, c'est pas bien. La Roumanie reste sans armée. Et
Que feraient ces soldats loin de leur terre natale, en Russie? Et on connaît l'attitude des Russes. Et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait attaque allemande et austro-hongroise? Il avait raison. Le roi n'était pas enclin d'accepter les propositions des Russes, mais Berthelot l'a soutenu fortement et s'est opposé à ce que l'armée et l'administration romaine quittent le sol national. C'était un subterfuge de la part des Russes. C'était dangereux, très dangereux. C'est pour des prunes que le général Jeannin considérait que Berthelot était plus romain que les Romains. Et un général russe, Gourko, lui a dit, pendant une entrevue en 1917 à Pétersbourg, mon général, vous êtes plus romain que les Romains. Et Berthelot de lui dire, si c'était comme ça, j'en serais très content. Alors, dit Malessie, les Romains accusent les Russes. Les officiers, dit Malessie, n'ont pas caché leur mécontentement des Russes, leur attribuant une grande part des malheurs de leur pays. Si la Russie avait voulu venir à temps les secourir, Bucarest n'aurait pas été pris. Enfin, la lenteur voulue, calculer les Russes, etc., etc. Le rapport de Malessie décrit les maux du pays dans des couleurs alarmantes. On remarque dans ce rapport, en Roumanie, on manque de tout. La population vit dans des conditions atroces. L'armée ne serait plus qu'un squelette, mal nourri, mal habillé, mal armé. Le soldat est solide, même si passif. Il pourrait devenir bon, mais les officiers sont fêtards et paresseux. Ils frappent cruellement leurs subordonnés, hommes de troupes ou officiers. C'était vrai. Le Roumain, citation, déteste le Russe autant que ce dernier le méprise. Il est